Bonsoir Alexei Meshkov. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'ambassadeur de Russie en France. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM TV. Ulysse Gosset, éditorialiste de politique internationale de BFM TV, m'accompagne dans cet entretien. Aujourd'hui, la Russie a mis en place 5 couloirs humanitaires autour des grandes villes ukrainiennes. 6 très exactement. Nous allons y revenir dans quelques instants, mais nous avons tout d'abord découvert ces images absolument épouvantables de l'hôpital de Mariupol il y a quelques instants. Peut-on imaginer un seul instant que ces frappes n'aient pas été volontaires de la part de l'armée russe? Alors, ce qui s'est passé là-bas n'a rien à voir avec les actions de l'armée russe, parce que notre armée a des ordres très précis de ne pas cibler les installations civiles. Malheureusement, les nationalistes ukrainiens sont capables de telles actions. Cela concerne Donetsk. Vous accusez les nationalistes ukrainiens d'avoir bombardé eux-mêmes ce soir l'hôpital dont on vient de voir ces images. Bon, pour ce cas précis, pour ce cas de figure, non, je ne les accuse pas parce que je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je suis certain que les nationalistes ukrainiens, effectivement, bombardent les cibles civiles, les installations civiles, notamment pour que l'opinion publique en Europe et dans le monde s'oppose aux actions de la Russie. Monsieur l'ambassadeur, ça n'était pas ma question. Ma question est très simple et vous savez que, évidemment, la terre entière se la pose ce soir puisque tout le monde verra ces images. C'est l'armée russe a-t-elle commis cette attaque sur des civils dans un hôpital ukrainien? Un hôpital pédiatrique. Alors, une seconde avant d'entrer dans ce studio, j'ai regardé les chaînes internationales. Donc, ces informations n'étaient pas encore là. Nous avons une approche sérieuse, donc nous vérifions chaque information. Ulysse Gosset. Monsieur l'ambassadeur, il y a quand même eu sur ce point d'autres bombardements d'écoles, de bâtiments civils. Il y a des victimes civiles. Et vous avez rappelé que le Kremlin avait affirmé qu'il n'y aurait pas de ciblage de civils. Et dans la réalité, il y a beaucoup de victimes civiles. Qu'est-ce que vous répondez finalement à ceux qui disent que les bombardements russes se font sans discernement et qu'ils touchent aussi les civils et pas simplement des militaires ukrainiens? Ce que je peux dire encore une fois, avec toute la responsabilité, que les forces armées russes ont un ordre très précis de ne pas frapper les cibles civiles. Vous voyez la situation telle qu'elle évolue, ce que les forces armées russes auraient pu faire beaucoup plus rapidement, ils ne le font pas parce que pour nous l'essentiel c'est d'épargner les vies de la population civile. Ce n'était pas comme ça a été, vous savez, le Havre, tout au long de la côte normande ou à Dresde. Oui, des fois, il y a chez les militaires cette volonté de trancher rapidement, mais pour nous, le peuple ukrainien, ce sont nos frères. C'est pour ça aucune mesure n'est prise qui puisse produire des victimes volontaires parmi la population ukrainienne. Nous tenons à chaque vie humaine. Vous comprenez bien que l'attaque de la maternité et de l'hôpital pédiatrique, pardonnez-moi, de Mariupol relève de ce qu'on appelle un crime de guerre et est passible d'un tribunal international. Encore une fois, je viens d'apprendre
cette nouvelle de vous-même. Je viens d'apprendre moi-même cette frappe à Mariupol, alors je ne sais pas qui je vous pose la question a perpétré autrement. cette frappe. Oui, je vous pose la question autrement. S'il était avéré que c'est bien l'armée russe qui a commis cette agression, la condamnez-vous et dites-vous que c'est une erreur ce soir et une grave erreur de l'armée russe? Значит, я всегда исхожу из тех. Alors, je me base toujours sur les faits fondés, sur les faits prouvés. Si une telle ou telle information est prouvée, alors on peut trancher, on peut prendre des décisions appropriées. Alors, tout de même, Monsieur l'ambassadeur, il y a déjà une enquête internationale qui a été déclenchée par l'Allemagne, soutenue par une trentaine de pays, dont la France, pour examiner, effectivement, documenter évidemment la situation en Ukraine et voir s'il y a eu ou non des crimes de guerre. Quelle est votre réaction à l'ouverture de cette enquête? Нет, по поводу этого расследования я скажу, что Германия прежде всего должна задуматься о том, что она сама делала на Украине. Réfléchir à ce qu'elle avait fait en Ukraine elle-même, il n'y a pas si longtemps que ça. Это первое. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Дело в том, что эти расследования. Le fait, c'est que ces enquêtes, ce genre d'enquête, aurait dû être lancé en 2014, lorsque les habitants du Donbass ont déjà commencé à être tués. On peut, vous savez, demander l'opinion française, par exemple, si les Français savent quelque chose sur la façon dont les gens à Donbass, Donetsk, Lugansk ont été tués. Il s'agit pourtant des dizaines de milliers de personnes. Alors, ça n'est pas l'objet, en tout cas, des questions qu'on vous pose ce soir, mais vous l'évoquez volontairement et je l'ai bien compris pourquoi. Aujourd'hui, la Russie a mis en place 6 couloirs humanitaires autour des grandes villes ukrainiennes. Est-ce que les évacuations ont bien eu lieu à votre connaissance? Et est-ce que le cessez-le-feu est respecté, je dis bien, autour de ces couloirs? Effectivement, ça c'est le problème numéro 1, le problème majeur. Comme vous le savez, probablement au cours des derniers 5-6 jours, chaque jour, nous annonçons la mise en place de tels couloirs et donc nous annonçons la possibilité pour les civils de quitter ces grandes villes. Mais après, il y a toute une série de problèmes qui se posent. Premièrement, personne de la partie ukrainienne ne le dit aux habitants de ces villes. Ils ne passent pas ces informations. Deuxièmement, de la partie ukrainienne, les conditions ne sont pas créées pour assurer la sécurité de la sortie. Si on prend que le jour d'aujourd'hui, 48 000 personnes en Ukraine ont demandé la possibilité donc de sortir vers la Russie par ces couloirs humanitaires. Et en principe, nous avons 2,5 millions de demandes d'évacuation venant des Ukrainiens pour quitter l'Ukraine vers la Russie. De notre côté, nous sommes bien sûr prêts à assurer toutes les conditions de notre part pour que les civils, les femmes, les enfants puissent quitter tranquillement ces zones. Je vous ai bien compris, vous accusez les autorités ukrainiennes de ne pas favoriser l'utilisation des couloirs humanitaires par leur population? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Oui, ce que je dis exactement, c'est que la partie ukrainienne utilise les gens ordinaires comme une sorte de bouclier humain pour protéger les mêmes bataillons néo-nazis, pour protéger les forces armées ukrainiennes. Ulysse. Monsieur l'ambassadeur, quels sont les objectifs de l'intervention russe en Ukraine? Aujourd'hui, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dit que ce n'était pas l'occupation de l'Ukraine, ce n'était pas la prise de Kiev. Alors quel est l'objectif? Pourquoi cette intervention en Ukraine et jusqu'où voulez-vous aller?
Oui, vous posez une question tout à fait juste. Nos objectifs sont très simples. Le premier, c'est la démilitarisation de l'Ukraine. Et il y a des propositions bien concrètes. De quoi il s'agit? À quoi cette démilitarisation devrait rassembler? Le deuxième objectif, c'est dénazification. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire l'abolition, l'abrogation des lois de nature néo-nazie qui en fait ont permis une sorte de génocide contre le peuple russe en Ukraine, comme par exemple l'interdiction d'utiliser la langue russe, etc. Et puis, il y a trois autres éléments. Le premier, c'est que l'Ukraine doit être en état neutre. Ça veut dire la non-adhésion à toutes sortes d'alliances militaires. Cela veut dire aussi la reconnaissance de la Crimée et du Donbass. Vous voulez le renversement du régime actuel? Vous voulez la chute du président Zelensky? Vous voulez qu'il parte? C'est un objectif affirmé par la Russie publiquement? Non. Le président Poutine ainsi que tous les représentants officiels russes ont déclaré à maintes reprises que c'était le peuple ukrainien qui devait décider de leur sort et de leurs dirigeants. Le changement de régime, ce n'est pas le choix à nous de faire. Vous savez, c'est plutôt la méthode adoptée par certains de nos partenaires occidentaux. Avec le président Zelensky, par exemple, un accord de paix? Oui. Oui. Ce n'est pas qu'on est prêt. Ces négociations sont déjà en cours. Et la partie russe a donc présenté une série de propositions très concrètes. Donc vous considérez bien le président Zelensky comme votre interlocuteur? C'est ce que j'ai dit, c'est que la Russie mène déjà les négociations avec la partie ukrainienne. Et actuellement, effectivement, M. Zelensky est bien le président ukrainien. Est-ce que Vladimir Poutine lui-même serait prêt à parler au téléphone avec le président Zelensky pour voir avec lui comment sortir de cette guerre et comment arrêter la guerre? Comme vous le savez, j'imagine, ce sujet fait partie des discussions. Mais il ne parlait pas directement mois. avec le président Zelensky. Il n'y avait pas eu de contact direct. Oui. Cette question se pose effectivement depuis des mois, plusieurs mois. On en discute. Pourquoi? Pour justement avoir des négociations au niveau présidentiel. Mais pour le faire, il faut d'abord créer des conditions. Donc voilà, il y a une délégation ukrainienne, une délégation russe qui mènent déjà les pourparlers pour trouver une sorte de formule pour sortir de la situation actuelle. Je vous propose de réécouter avec nous ce que disait le président Zelensky hier matin au sujet de l'attitude de votre pays, de la Russie. Pour chaque victime civile morte dans les frappes aériennes, dans les villes assiégées, la faute repose sur ceux qui ont donné l'ordre en Russie et ceux qui les exécutent. Ils violent toutes les conventions de conduite de guerre. Ils exterminent le peuple ukrainien. On pourrait aussi, vous savez, écouter le représentant du ministère de la Défense russe qui a donc informé que nos forces armées ont pu trouver des documents certifiant le fait que l'Ukraine avait préparé une opération militaire contre le Donbass en mois de mars. Ces documents sont publiés, sont rendus publics aujourd'hui sur Internet. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui en Russie, c'est une véritable guerre. C'est le retour de la guerre en Europe, c'est le retour de la guerre en Ukraine. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, à l'exception de la Yougoslavie, qu'on a une telle guerre.
Malheureusement, j'étais aussi effectivement chargé des questions de la fin de la guerre en Yougoslavie que vous avez mentionné. Donc je me suis rendu à Belgrade qui a été bombardé par les troupes de l'OTAN à l'époque, ce que la Russie ne fait pas aujourd'hui. Donc en tout état des choses pour nous, effectivement, je le répète, c'est une question de principe pour que la situation actuelle puisse trouver un issue le plus rapidement possible parce que, encore une fois, comprenez, il s'agit de nos frères, nos sœurs, on est le même peuple. Vous êtes ambassadeur, on sait à quel point les mots et le sens des mots ont une importance pour vous dans votre activité quotidienne. On ne peut pas comprendre que vous nous disiez ce soir que la Russie n'est pas l'agresseur quand on voit les images que l'on voit à longueur de journée qui nous viennent de l'Ukraine. Et nous parlons bien d'une guerre, et d'une guerre qui est menée par la Russie contre l'Ukraine. Nous comprenons qu'il y a aussi une guerre virtuelle qui est en cours. Je ne parle pas de guerre, on ne parle pas de guerre virtuelle, monsieur l'ambassadeur. Les images ne nous permettent pas de parler de guerre virtuelle. Oui, il y a une tragédie réelle des gens. Il y a des choses réelles, effectivement, mais il y a aussi des choses virtuelles. Il y a cette guerre virtuelle. Et ces fameux fake news aujourd'hui, en fait, c'est ces fake news qui ont le dernier mot à dire, si vous voulez. Quand on voit, comme vous le dites, les cadres, les vidéos, les images réelles, et après on apprend qu'il s'agit des images de 2014, ou encore que ce sont des images d'autres pays. Je vais vous soumettre encore une image, si vous le voulez bien, un checkpoint. Et là, ce n'est pas une image virtuelle, c'est la réalité de ce qui nous a été transmis aujourd'hui. Vous allez la découvrir, où toute une famille a ce qu'on appelle un checkpoint, vous la découvrez, a été victime d'un véritable massacre. C'est l'agence Reuters. Alors, je ne sais pas ce qu'est le travail de nos confrères journalistes russes aujourd'hui en Russie, mais je sais que l'agence Reuters est sérieuse et que nous, médias, essayons de le faire avec tous les doutes qu'on peut avoir à certains moments, avec le plus de sérieux possible. Comment réagissez-vous à ce type d'image? Я вам могу ответить моим жизненным разочарованием. Je peux vous répondre par ma déception personnelle. С большим уважением относился к CNN. J'avais beaucoup de respect, par exemple, pour la chaîne CNN. Mais quand, encore une fois, j'ai été impliqué dans le travail diplomatique autour de la Yougoslavie et j'ai vu ce que a été montré par CNN, j'étais déçu. Donc j'ai arrêté de regarder le CNN depuis 20 ans. Donc vous remettez en cause toutes les images de violence que nous vous soumettons depuis le début de cet entretien. Vous remettez en cause l'intégralité des images que nous vous faisons découvrir depuis le début de cet entretien avec vous, monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une photographie, en l'occurrence, prise par un reporter de guerre. C'est son métier. Encore une fois, je ne sais pas qui a perpétré ce crime. Une question, monsieur l'ambassadeur. Je vous demandais tout à l'heure quels étaient les objectifs de l'invasion russe. Est-ce que votre objectif, par exemple, c'est de contrôler également la ville d'Odessa? Comme vous le voyez, la ville d'Odessa, c'est probablement la ville la préférée de tous les Russes. Il ne fait pas partie des informations de guerre. Je comprends que le premier maire d'Odessa, ça a été M. Richelieu.
C'était la ville qui a été fondée par les Russes. Donc vous nous dites aujourd'hui il n'y aura pas d'attaque d'Odessa par les forces russes. Je dis que je ne peux pas savoir à 100% quant au projet militaire. Je suis diplomate. Et les autres villes, comme par exemple Mariupol, ce sont des villes qui vont être encerclées. Il y a une dizaine de grandes villes qui sont encerclées. Est-ce que vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire pour contrôler totalement les villes, faire sortir les civils et en prendre le contrôle jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte? Нет, есть совершенно четкая позиция. Bon, il y a une position très claire. Si l'on parle des questions du territoire. Et c'est un sujet que nous avons aussi évoqué dans nos négociations avec les Ukrainiens. Comme j'avais dit, c'est la reconnaissance de la Crimée en tant que partie intégrante de la Russie et aussi la reconnaissance du Donbass en tant qu'État indépendant par la partie ukrainienne. Quant à d'autres aspect, disons, territorial d'autres parties de l'Ukraine, non, il n'en est pas question. Aujourd'hui, l'Europe, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne livrent des armes à l'Ukraine. La Pologne propose même d'envoyer des avions, des MiG-29, que vous connaissez bien, les MiG-29 soviétiques et russes, à l'Ukraine. Est-ce que vous considérez que cette fourniture d'armes, c'est un acte de guerre? Est-ce que finalement vous considérez que l'Europe est en guerre contre la Russie? Non, l'Europe, à mon avis, n'est pas en guerre contre la Russie. Comme le président Biden l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit. Si on franchit cette ligne rouge, ça serait la Troisième Guerre mondiale. La question qui se pose est différente. Au lieu de livrer les Stinger, qui depuis la guerre d'Afghanistan ont été un grand problème pour nous tous, parce qu'on ne sait jamais où ces armements vont se retrouver demain. Oui, la population ukrainienne souffre, mais donc il faut livrer de l'aide humanitaire et pas les munitions. Quel sera l'objectif de la réunion qui a lieu en Turquie demain entre les deux ministres russes et ukrainiens? L'objectif, c'est quoi? C'est pour vous un cessez-le-feu, un échange de prisonniers? Quel est l'objectif demain de cette rencontre? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui toutes les propositions avec lesquelles la Russie, le ministre russe viendra demain, parce que vous comprenez que le processus de négociation est compliqué, mais je vous assure que nous avons des propositions très claires visant à mettre fin aux hostilités, visant à arriver à la démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Combien de soldats russes sont morts en Ukraine, monsieur l'ambassadeur? Je ne connais pas les chiffres. Bon, d'après les dernières données de notre ministère de la Défense, c'est autour de 500 personnes. Oui, malheureusement, les hostilités font des victimes. De jeunes soldats russes meurent en Ukraine. Ne craignez-vous pas la réaction du peuple russe? Là, je voudrais juste répéter que le peuple russe et ukrainien sont le même peuple. Mais un peuple ukrainien qui est... Pour nous aussi, c'est une grande tragédie. La mort
de chaque personne. L'opinion publique russe qui va voir entrer les cercueils de jeunes gens de 20 ans qui sont allés mourir en Ukraine peut se révolter, peut réagir à cette guerre et éventuellement la trouver injuste ou infondée. Vous comprenez, pour moi, la situation telle qu'elle est aujourd'hui est vraiment très triste. D'abord, l'opinion publique occidentale, disons, luttait contre Poutine, contre la Russie. Mais au final, on a l'impression qu'elle lutte contre tout ce qui est russe, contre les Russes, le peuple russe. Malheureusement, ce n'est pas une nouvelle, ça dure des centaines d'années. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, à Paris, disons, ou à Lille, à Bruxelles, quelqu'un peut approcher une femme russe avec un enfant et commencer à l'offenser pour le simple fait qu'elle est russe, sans demander en fait son avis par rapport aux actions du gouvernement russe. Il y a, comme l'un de vos ministres l'a dit, et d'ailleurs après ces propos ont été retirés, il y a une guerre totale contre les Russes. Alors, vous comprenez que ça fait 30 ans que les Russes ont réagi avec de la patience, ont gardé le silence, ont essayé de convaincre nos partenaires occidentaux qu'il ne faut pas dénigrer les gens russes. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes diplomate et je comprends que la question militaire ne vous appartienne pas, mais quand même, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un risque de conflit nucléaire en Europe? Le président Poutine lui-même a dit, il a mis en garde le président Macron au Kremlin en parlant de la puissance nucléaire russe. Les Occidentaux sont membres d'une alliance nucléaire, la France est un État nucléaire. Est-ce que vous redoutez, vous personnellement, un conflit nucléaire? Est-ce que le nucléaire pourrait être l'une des données de cette guerre ou est-ce que vous l'écartez complètement? Vous savez, moi j'ai 4 enfants, 2 petits-enfants. Donc non, moi je ne veux pas de guerre nucléaire. Et le président Poutine, il n'en a pas parlé avec le président Macron, non. L'un de vos ministres a dit que la Russie ne devrait pas oublier le fait que la France était une puissance nucléaire, ça c'est vrai. Mais vous redoutez, une guerre nucléaire? Mais je pense que chaque personne au monde redoute en quelque sorte la guerre nucléaire, parce que la guerre nucléaire va faire que notre civilisation disparaîtra tout simplement. Il ne peut pas y avoir une, vous savez, petite guerre nucléaire locale. 2 questions avant de nous séparer, si vous le voulez bien. Les États-Unis ont décidé d'imposer un embargo sur le gaz et le pétrole russe. L'Europe y réfléchit. Est-ce qu'il y aura des mesures de représailles? Les États-Unis ont fait leur choix. Peut-être certaines sociétés veulent faire gagner un peu de l'argent sur l'essence, sur le pétrole, c'est leur choix, encore une fois. Les sociétés russes, aujourd'hui, quant à elles, s'acquittent pleinement de tous leurs engagements auprès de leurs partenaires européens. Mais alors, si les partenaires européens décident de poursuivre leur démarche de sanctions, comme notre ministre, notre vice-premier ministre a dit hier, celui qui est chargé des questions énergétiques, il a dit, bon, vous avez imposé des sanctions contre le Nord Stream 2, mais après on a le Nord Stream 1. Vous savez qu'aujourd'hui, avec
toute la difficulté qui existe, on transmet la quantité maximale du gaz par le trajet ukrainien. Pas de guerre du gaz entre la Russie et l'Europe. Bon, ça c'est une question à poser à Bruxelles. Pas du point de vue russe en tout cas. Une toute dernière question. Le président Macron reste-t-il un interlocuteur pour Vladimir Poutine? Et la France peut-elle jouer un rôle dans cette guerre? Le président Macron est un interlocuteur très sérieux du président Poutine. Pas seulement du président Poutine, mais juste dans toute cette situation, dans son ensemble. Nous nous souvenons aussi du rôle positif joué par la France lors de la crise en Géorgie. Et nous espérons qu'après toutes ces années pénibles, après la création du format Normandie, lorsque la France, la Russie et l'Allemagne ont participé à toutes ces nombreuses tentatives de mettre en œuvre les accords de Minsk, après, oui, bien sûr, la France a aussi son rôle à jouer, un rôle très important. Et si vous avez fait attention, presque tous les 3-4 jours, le président Poutine effectivement s'entretient avec le président Macron par téléphone pour examiner toute une série de questions que je ne vais pas détailler ici, mais la conversation est très substantielle et très sérieuse, oui. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir pris la parole ce soir sur BFM TV. Dans un instant, nous revenons bien entendu sur votre intervention avec nos spécialistes et nos invités. Ulysse, vous qui suivez ces questions en fait à longueur d'année et cette invasion depuis le début, quel est l'élément le plus important dans ce que vient de nous dire l'ambassadeur de Russie en France? D'abord qu'il y a une volonté de négocier. Bon, il y a aussi une volonté de ne pas voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire la guerre. Vous savez qu'il prononce pratiquement pas le mot guerre. Non. Il accuse même finalement certaines télévisions de répandre des fausses images, des fake news, comme il le dit lui-même. Donc il y a un refus de voir la réalité, de l'admettre. C'est d'ailleurs interdit par la loi en Russie. Vous savez qu'on est puni de 15 ans de prison si on parle de guerre dans les médias. Mais je retiens quand même la volonté de négociation. Alors, il ne veut pas dévoiler les cartes que pourrait avoir avec lui le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Mais demain, il y a une rencontre qui commence avec l'homologue ukrainien, le ministre des Affaires étrangères ukrainien. C'est très important parce que dans toutes les guerres, il y a un moment où il faut négocier pour essayer de sortir du conflit et surtout pour obtenir des cessez-le-feu, pour obtenir des couloirs humanitaires. Et bon, les Russes demandent cette négociation. Ils ont même appelé le Vatican à la rescousse, si j'ose dire, pour que le pape éventuellement serve de médiateur. Donc ce que je retiens, c'est que donc oui, il y a cette volonté de négocier. Non, on ne regarde pas la guerre comme nous la voyons ici en Europe. Et 3, le président de la République française est un interlocuteur qui est toujours considéré comme extrêmement important et sérieux par le Kremlin. C'est très important de garder le fil. Et puis enfin, une dernière chose, il y a quand même une petite mise en garde. Vous avez entendu l'ambassadeur. Lorsque je lui demande... Alors, est-ce qu'il peut y avoir une guerre du gaz? Il dit pas non. Il dit ça dépend de l'Europe. Donc, le Kremlin attend effectivement de savoir ce que l'Europe va décider. Et c'est très important, cette réunion de Bruxelles, ce sommet de Bruxelles qui a lieu demain et après-demain. Un sommet à 27, justement pour voir quelles sont les positions de l'Europe face à la guerre en Ukraine. Alors, nous rejoignent Irina Dmitrichine, qui est maître de conférence à l'INALCO et elle est responsable de la section ukrainienne. Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales et directeur Europe de l'Atlantic Council. Et Dana Fedoun, qui est ukrainienne, vivant en France. Vous êtes originaire de Tchernihiv. Vous êtes arrivé en France en 2014 pour vos études et toute votre famille se trouve actuellement à Tchernihiv. Votre réaction à cette interview, que vous inspire la position de la Russie exprimée ce soir? La position de monsieur l'ambassadeur n'est pas nouvelle. Nous avons déjà suivi une ligne de ce type de discours de la part de toutes les personnes officielles qui représentent l'État russe à l'étranger. Donc, nous n'étions pas stupéfaits. Un tout petit peu, peut-être par rapport en fait de nier complètement la réalité et de dire que les personnes qui sont prises en photo, qui sont décédées pendant l'évacuation à Irpin sont mortes, c'est immoral, si je peux dire ça. Benjamin Haddad.
Il y a un des meilleurs experts mondiaux de la propagande et de la désinformation, Peter Pomerantsev, qui a écrit un livre sur la propagande russe qui s'appelle « Rien n'est vrai et tout est possible ». Et là, c'est ce qu'on a entendu ce soir. C'est-à-dire qu'on n'est même pas en train d'essayer de proposer un scénario alternatif, mais de nier même la possibilité d'une vérité objective. On a les images. On voit aujourd'hui des images atroces qui viennent de Mariupol, un hôpital, une maternité qui ont été on va revoir bombardées. Ces images, Ce sont les Russes aujourd'hui qui contrôlent le ciel au-dessus de Mariupol. Ce sont les seuls qui peuvent bombarder. On a les images, on a vos reporters, on a les réseaux sociaux. Et on voit aujourd'hui une Russie qui a peur de la vérité et qui cache aussi la vérité à ses propres citoyens. Quand on voit la dérive répressive aussi de ces derniers jours, en Russie même, avec la fermeture des réseaux sociaux Twitter, Facebook, la fermeture des derniers médias indépendants, les lois qui condamnent à 15 ans de prison toutes les personnes qui parlent même de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on est dans un déni total de la réalité et on est dans des comparaisons complètement hasardeuses. On a ressorti les vieilles ficelles, la Yougoslavie, les autres conflits. Ce conflit aujourd'hui, c'est une agression de la Russie. On a entendu l'ambassadeur dire que les Ukrainiens préparaient une invasion du Donbass au mois de mars. Il n'y a absolument aucun élément. Au contraire, on avait vu le président Zelensky... On imaginait plutôt le contraire. Mais qui refusait même toute forme de provocation, toute forme de panique, qui voulait surtout pas donner un prétexte à Vladimir Poutine pour envahir. Donc on a encore une fois les images, là on les voit devant nous. Donc c'est vrai, je partage le terme immoral, effectivement, ce qu'on a entendu. L'hôpital pédiatrique de Mariupol, je le rappelle. On va réentendre la réaction de l'ambassadeur russe. Ce qui s'est passé là-bas n'a rien à voir avec les actions de l'armée russe, parce que notre armée a des ordres très précis de ne pas cibler les installations civiles. Malheureusement, les nationalistes ukrainiens sont capables de telles actions. Ce que les forces armées russes auraient pu faire beaucoup plus rapidement, ils ne le font pas parce que pour nous, l'essentiel, c'est d'épargner les vies de la population civile. Donc, je reprends le titre du livre que vous citiez il y a quelques instants. Rien n'est vrai, tout est possible, Irina Dmitrichine. Ça me rappelle l'époque soviétique. Et vous vous souvenez ce qu'on disait, ils mentent. Ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais qu'ils continuent à mentir. Anna. Je souhaiterais tout simplement rajouter que c'est intéressant de voir la ligne de parole de M. l'ambassadeur qui est tout à fait contraire à ce que nous recevons en tant qu'information de la part des pilotes, par exemple, qui ont été envoyés et qui ont reçu des instructions exactes de bombarder des civils. Par exemple, à Tchernigiv, il y avait un pilote qui a été... Vous parlez de pilote russe. Oui, je parle de pilote russe. Voilà. Je parle de pilote russe qui a reçu et qui a témoigné après avoir été emprisonné par l'armée ukrainienne. Il a dit clairement qu'ils ont reçu des instructions de bombarder les civils. Et en plus, ce même pilote, il a été retrouvé en faisant une mission en Syrie auparavant. Je crois que c'est très important, c'est qu'on ait pu entendre ce que disait l'ambassadeur, parce que c'est ce que finalement indique Vladimir Poutine lui-même depuis des mois, avec constance, et c'est ce que les Russes entendent toute la journée. C'est-à-dire qu'on voit le décalage entre notre perception à nous de la guerre, avec les images qui arrivent, de nos envoyés spéciaux, de nos reporters qui sont sur le terrain, qui ont filmé eux-mêmes, avec leurs images, leurs yeux. Donc ce n'est pas de la propagande, de la fake news, c'est simplement la description de la réalité, et la façon dont l'ambassadeur russe, finalement, lui traduit cette réalité avec son vocabulaire, ses termes, et c'est cela qui est, je dirais, donné à voir et à entendre aux Russes toute la journée. C'est-à-dire que l'opinion publique russe est totalement conditionnée par ce discours qui est obsessionnel et qui fait référence à la guerre froide, à la Yougoslavie, avec toujours ces mêmes termes. Vous avez entendu, quand on demande quels sont les objectifs de Vladimir Poutine, il dit c'est dénazification, démilitarisation. Neutralité de l'Ukraine. Donc dénazification, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un régime nazi à Kiev. Oui. C'est absolument absurde et ridicule. Démilitarisation, ça veut dire enlever à l'Ukraine, pays indépendant, sa capacité de se défendre. Et on voit aujourd'hui dans quelles conditions l'armée fait face à l'invasion russe. Et il ne faut pas oublier que l'Ukraine a renoncé à son arme nucléaire. Lorsqu'il y a eu un accord avec la Russie et les Américains, l'Ukraine a renoncé à toutes ses armes nucléaires. Donc elle s'affaiblissait d'une certaine manière, mais c'était une preuve de volonté de pouvoir finalement s'intégrer dans l'Europe d'aujourd'hui. Donc c'est important que nos téléspectateurs aient vu de quoi était capable, si vous voulez, d'une certaine manière, la propagande russe. Et heureusement que nous sommes là pour décrypter.
Malheureusement, les Russes n'ont pas cette chance, c'est-à-dire qu'on a coupé Facebook, on a coupé Twitter, on a coupé les réseaux sociaux, les médias indépendants ont été interdits, notamment les médias comme Echo de Moscou et la chaîne de télévision russe. Aujourd'hui, il y a à Moscou le nouveau numéro de l'hebdomadaire Novaya Gazeta, qui est un hebdomadaire extrêmement influent. Et sur la couverture, on voit numéro rédigé en fonction des nouvelles règles de la censure russe. C'est à cela que les Russes sont confrontés aujourd'hui. Donc ce discours, il faut l'entendre parce que c'est ce que disent les Russes, c'est ce qu'ils répètent, ce qu'ils ont répété à Emmanuel Macron et ce qu'ils vont répéter demain sans doute au ministre ukrainien, c'est-à-dire on veut la neutralité de l'Ukraine, on veut l'engagement de ne jamais adhérer à l'Alliance Atlantique et on veut la dénazification du régime. Donc je posais la question en tout début d'émission en disant que la réécriture de l'histoire par les Russes était telle qu'on se demandait s'il fallait encore parfois leur donner la parole. Oui, on a besoin de les entendre aussi pour savoir ce qui est dit aux Russes aujourd'hui dans leur pays. Je vous ai bien compris. Oui, je pense que c'est important et c'est important de permettre à l'ambassadeur de venir exprimer cette position à condition de décrypter, d'analyser et de continuer à faire notre métier, c'est-à-dire de dire ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire, mais c'était assez, si vous voulez, sidérant, je veux dire, de voir ces images de Mariupol avec ses enfants qui sont sous les bombes et l'ambassadeur qui est en total déni de la réalité comme si cela n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'aveuglement face à une situation qui est quand même assez inexplicable et qui traduit le degré comment dire, le fossé, le gouffre qui sépare la Russie du reste du monde. Justement, ça n'est pas de l'aveuglement, Irina Dmitrichine, c'est de la propagande, enfin de la... Oui, j'estime que c'est intentionnel. On a bien vu qu'il n'était pas très à l'aise. Je pense qu'il y a quelque part, il doit comprendre ce qui se passe. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on donne quand même la tribune à ce genre de propos. Je suis tout à fait d'accord que quand on a un décryptage, quand on explique ce qui se passe, donc on permet à ce mensonge d'être dévoilé et les choses mises en place. Et en même temps, c'est une façon d'offrir une tribune. Et on sait très bien à quel point aujourd'hui le complotisme... En les privant de parole, excusez-moi, mais on rentre dans leur jeu. Et ils vont se victimiser. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas interroger, en tout cas, et Dieu sait si on doit le faire avec infiniment de scepticisme, mais un ambassadeur pour savoir comment il exprime le point de vue de son pays. Surtout quand ce pays incarne une menace nucléaire et au minimum en ce moment va subir des sanctions économiques et entend d'ailleurs y répondre d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas, Benjamin Haddad. Non, moi je suis d'accord avec vous. Je crois que c'est ce qui montre justement la différence de notre modèle. On a le pluralisme, on a la confrontation d'idées, on écoute, mais après on décrypte avec les faits et on essaie d'apporter un peu d'expertise et de contexte à ce qui est dit. Un élément d'ailleurs sur lequel je voudrais revenir, parce que non seulement il a nié que ce bombardement était russe, naturellement on sait que le bombardement de cet hôpital est russe, mais je voudrais rajouter un élément, c'est pas un accident. C'est une stratégie délibérée de la Russie aujourd'hui, de terreur, pour casser le moral de la population ukrainienne. C'est une stratégie qui a déjà été bien rodée, testée à Grozny en Tchétchénie, un conflit que le Premier ministre Vladimir Poutine, à l'époque, en 1999, a relancé quelques semaines après son accession au pouvoir. C'est une stratégie qui a été bien rodée en Syrie, à Alep, avec l'allié des Russes, Bachar al-Assad. Ils ont sous-estimé la résistance de la population ukrainienne. C'est un conflit qui paraît plus difficile pour la Russie que ce qu'elle avait envisagé. Et c'est ce qu'on entend d'ailleurs de la part des premiers prisonniers de guerre, les soldats russes qui témoignent effectivement, qui pensaient être accueillis comme des libérateurs. C'était ce qu'ils avaient entendu de la part de leurs dirigeants. Et donc aujourd'hui, il y a une volonté délibérée de casser, de cibler les hôpitaux, les écoles, les mairies, les médias, de toucher directement les civils à Mariupol, à Kharkiv et demain peut-être à Kiev. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour cela qu'on coupe l'information aux Russes pour qu'ils ne voient pas ce que leur pays va faire à Kiev, une ville si importante aussi dans l'histoire russe. Quand Vladimir Poutine parle de nation sœur, on voit aujourd'hui qu'il est en train de massacrer ce qu'il considérait être comme une nation sœur. Alors il faut qu'on évoque aussi ce soir les sanctions économiques contre les Russes qui viennent d'être prises par l'Union européenne. On le fait avec vous tout de suite, si vous le voulez bien.
Eh bien, d'abord, les dernières sanctions. 3 banques bélarusses de la plateforme SWIFT ont été débranchées par les 27. Elles viennent s'ajouter aux 7 autres banques russes, cette fois, qui avaient déjà été exclues de la plateforme. Ensuite, 160 oligarques et sénateurs russes ont été ajoutés à la liste noire des personnalités dont les biens doivent être gelés dans l'Union européenne. En tête de liste, Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov, qui ont déjà été sanctionnés. Et puis, vous allez voir les images qui vont arriver. 2 navires appartenant à des milliardaires proches de Vladimir Poutine ont été immobilisés. L'un à La Ciotat, ce sont les images que vous voyez ici, et l'autre à Hambourg. Et puis en Grande-Bretagne, eh bien, c'est un jet privé qui a été immobilisé sur l'un des aéroports du pays. Et enfin, autre sanction, c'est l'interdiction de l'exportation vers la Russie de pièces et de technologies du secteur maritime. Et puis, il faut ajouter que les crypto-monnaies font aussi désormais également partie du champ des sanctions financières. Magali Chalet, des mesures punitives qui viennent renforcer les premières salves en fait, de sanctions elles-mêmes annoncées. Oui, exactement. Après le gel des avoirs de la Banque centrale russe, eh bien, les États-Unis ont annoncé un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz. Le Royaume-Uni leur a emboîté le pas. Et puis, autre sanction, eh bien, de nombreuses entreprises ont décidé de couper leurs liens commerciaux avec la Russie. Ferrari est le dernier en date. Mais il y a de nombreux groupes français qui ont fait de même, comme L'Oréal, Hermès, Chanel, Louis Vuitton et aussi des géants américains comme Coca-Cola, Levi's, Apple, McDonald's, Starbucks. Netflix a aussi coupé sa diffusion dans le pays. Au total, ce sont près de 300 grandes entreprises qui ont annoncé leur retrait. Est-ce qu'il reste des marges de manœuvre pour agir ? Eh bien, les options possibles seront examinées demain et après-demain à Versailles. Lors du sommet des chefs d'État, les 27 devront décider si oui ou non ils arrêtent les importations de gaz et de russe avec toutes de gaz et de pétrole russe avec toutes les conséquences que ça implique. Merci Magali Chalet. Précisément, est-ce qu'il faut craindre des contre-mesures russes ? Alors, on va voir sur l'énergie notamment, évidemment, on connaît le coût que ce type de sanctions vont avoir, le coût pour nous, mais je crois que c'est indispensable. L'énergie aujourd'hui, on n'est pas juste dans un bien classique sur un marché avec des fournisseurs, des clients. C'est un levier politique, c'est une arme d'influence pour la Russie. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle corrompt certains dirigeants comme Gerhard Schröder aujourd'hui, qui est allé travailler avec Nord Stream 2. C'est une façon d'avoir de l'influence dans nos démocraties. Donc on a besoin de le faire non seulement à court terme pour accroître le coût de l'agression pour Vladimir Poutine et réduire ses marges de manœuvre budgétaires. Mais à plus long terme, c'est une question de souveraineté énergétique pour l'Europe, d'être capable d'investir à la fois vers de nouveaux fournisseurs de gaz, vers les énergies renouvelables, vers le nucléaire, pour gagner aussi en autonomie et en levier d'action dans ce type de conflit. Et est-ce qu'il y a, oui ou non, une vraie bataille, j'ai envie de vous dire, de l'information et des images ? Parce qu'on a beaucoup de mal à percevoir dans un pays comme la France que la population russe soit à ce point coupée de la réalité de ce qui se passe en ce moment. Enfin, vous comprenez ma question ? Complètement, et je pense que cette coupure d'information, elle est tout à fait réelle, et c'est ce qu'on voit par exemple par des témoignages. C'était assez intéressant de voir un général ukrainien qui parle à un député qui apparaît d'être son frère, qui se trouve à la Douma, et qui dit « Regarde, ce qu'on te montre sur des images, c'est pas du tout la réalité, ce que vous voyez à la télé. » La même chose concerne les citoyens russes lambda qui ont de la famille en Ukraine et qui refusent de reconnaître la réalité et qui sont complètement un produit de la propagande russe. Irina Dmitrichine. On a évoqué tout à l'heure la une de la Novaya Gazeta qui donc a bien marqué le bandeau que c'est ils doivent faire les unes en fonction de la nouvelle loi. Ils ont fait un champignon nucléaire avec un lac de cygne. Et donc ça, c'est des messages subliminaux qui évoquent qui sont forts dans la mémoire de tous ceux qui ont vécu la fin de l'Union soviétique. Et donc, je pense qu'il y a cette couverture du magazine russe à Novaya Gazeta est très importante parce qu'effectivement, l'image de la couverture, c'est, vous savez, les danseuses du Bolchoï, le ballet du lac des Cygnes, en tutu, et derrière, un nuage nucléaire, un nuage de feu qui symbolise la guerre. Donc on n'a pas le droit de parler de la guerre, mais on a suffisamment de talent pour finalement la symboliser par cette image terrifiante. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus la capacité des Russes de comprendre ce qui se passe, même s'il y a une censure. Pourquoi je dis ça ? Parce que d'abord, je crois qu'il y a deux opinions publiques russes. Il y a celle des villes, des grandes villes, Saint-Pétersbourg, Moscou,
Nizhny Novgorod et d'autres, où les opinions publiques sont jeunes, sont connectées sur les réseaux sociaux et où je pense qu'elles ont une vraie vision de ce qui se passe, c'est-à-dire du fait qu'il y a une guerre en Europe. Par contre, il y a l'autre Russie, celle qui n'est pas connectée, celle plus traditionnelle, celle des régions russes, qui, alors là, effectivement, est complètement prisonnière, je dirais, de cette propagande du régime, parce que leur seul canal d'information, ce sont les télévisions, les journaux du régime, qui effectivement ne cessent de répéter ces informations et de dénoncer l'agression des Ukrainiens ou des nazis ukrainiens, entre guillemets. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir réagi à la prise de parole de l'ambassadeur de Russie en France sur BFM TV ce soir.